Allez, bah, je prends la main et justement, belle introduction, on va partir directement sur le sommaire. Donc, j'ai prévu une première partie où je vais vous présenter très rapidement notre association Coab. Ensuite, je vais vous présenter l'Avifaune, mais en fait, on a dit Avifaune, mais je vais aussi vous parler un petit peu, des chauves-souris qui sont inféodées au bâti. Et ensuite, on verra, les enjeux de la conservation de l'avifaune et les causes de leur déclin. Là, à l'issue de cette première présentation, je vous propose un temps d'échange. Ça ne vous empêche pas, si vous avez une question pour ne pas la perdre, de l'écrire dans le chat. Et ça sera sur les temps d'échange que du coup, je prendrai connaissance du chat et je pourrai vous répondre, ou Gaël m'aidera si jamais vous posez beaucoup de questions et que j'arrive pas à suivre le déroulé. Et dans un deuxième temps, c'est là où on passera dans la partie très concrète. Je vous présenterai des solutions de conservation et d'intégration que nous avons pu mettre en place sur des chantiers. Du coup, j'ai déjà vu dans le chat, par exemple, les chiroptières, là, ne seront pas présentées. Enfin, il y a énormément d'autres solutions qui existent et qui ne seront pas présentées ce soir. Donc, j'espère que vous ne serez pas déçus. Mais si une solution que vous connaissez n'est pas présentée ou pour laquelle vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas pendant les temps d'échange. Il se peut que je la connaisse et que je puisse quand même vous renseigner. Alors, notre association, elle a été créée en 2019 et notre mission, c'est vraiment de développer et de fournir des solutions qui permettent aux aménageurs publics et privés d'intégrer la biodiversité dans leurs aménagements. Du coup, on travaille beaucoup en milieu urbain ou on pourrait dire en milieu anthropisé, puisque ça peut être aussi à la campagne, mais c'est toujours anthropisé, il y a toujours des aménagements humains. Et donc, on a 3 spécialités qui sont les passages pour la petite faune, les nichoirs qui s'intègrent au bâti et enfin, on donne aussi des conseils, expertise, on fait un petit peu de sensibilisation. Donc, les passages pour la petite faune, on est spécialiste, vous en avez peut-être entendu parler, des écuroducs. C'est des ponts aériens qu'on installe au-dessus des routes pour faire traverser les écureuils quand il y a des mortalités. Donc, sur ces dispositifs-là, on travaille surtout avec les gestionnaires des routes, les départements, mais aussi les métropoles. Et ensuite, on a créé un parpaing qui s'intègre donc dans les murs de clôture pour laisser passer la petite faune terrestre avec comme espèce emblématique le hérisson que vous connaissez tous. Et donc ce soir, on va plutôt parler de notre deuxième domaine d'activité qui est la fabrication de nichoirs, mais c'est des nichoirs un peu spéciaux. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de nichoirs à poser, on fait que des nichoirs qui s'intègrent dans les bâtiments. Et donc, on rentrera dans le vif du sujet. Et ensuite, ça nous semble important pour nous d'avoir un côté sensibilisation, formation, expertise pour que la cohabitation soit réussie. Parce que pour nous, pour cohabiter, pour que les gens acceptent de cohabiter avec la petite faune, il faut qu'ils apprennent à la connaître et il faut qu'ils l'apprécient. Et donc, ça passe forcément par une phase de sensibilisation. Alors, on ne fait pas comme certaines associations des animations en direct, etc. Ça, on le laisse à d'autres. Parfois, on fait des partenariats avec d'autres associations qui font des animations sur le terrain. Nous, on fait plutôt de la sensibilisation qu'on appelle un petit peu en direct via des panneaux ou via, par exemple, un livre qu'on a écrit qui s'appelle Histoire d'aider les animaux et qui va être réédité en août sous un autre nom qui s'appelle Cohabiter avec la faune sauvage. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas parler que de l'avifaune aujourd'hui, on va parler plutôt de la faune qui est inféodée au bâti et plus spécialement des espèces qui sont dites cavernicoles, cavicoles ou caviticoles. En gros, ce sont des espèces qui utilisent les cavités pour soit se reproduire ou s'abriter dans leur cycle de vie. Et aussi, on peut les mettre en parallèle avec les espèces fissuricoles qui utilisent, c'est des cavités aussi, mais qui sont beaucoup plus étroites. Et pour les espèces fissuricoles, on parle beaucoup, enfin c'est souvent le cas, c'est le nom donné à certaines chauves-souris, notamment les pipistrelles espèces et les noctules, qui utilisent beaucoup les fissures, mais ça peut être aussi le cas d'insectes, etc. Malheureusement, je ne suis pas du tout spécialiste sur ce genre de taxon, donc moi je vous parlerai ce soir plutôt effectivement de l'avifaune et au niveau des mammifères, des chauves-souris. Donc traditionnellement, dans le milieu naturel, ces espèces autrefois, elles utilisaient deux sortes de cavités principalement. Les cavités d'arbres, soit des cavités naturelles qui sont créées dans les arbres, soit des cavités créées par les pics, qui sont vraiment les vrais architectes. Et c'est vraiment une espèce qui est très, très importante pour les espèces cavicoles, mais aussi les falaises. Et donc, les bâtiments,
pour les espèces cavicoles, représentent aujourd'hui des falaises. Et là, vous avez quelques photos. C'est des photos allemandes, donc d'écureuils, même d'écureuils et de pics, qui ont investi des façades, plus précisément des isolations par l'extérieur en polystyrène. Donc l'écureuil, il n'a pas creusé la galerie, hein, c'est le pic qui l'a creusé, et puis ensuite il a occupé, mais c'est exactement le même fonctionnement en gros que dans leur milieu naturel. Et donc en fait, les espèces cavicoles, elles sont assez présentes et bien représentées en milieu urbain, parce que dans le bâti, elles ont retrouvé un petit peu l'équivalent de falaises et de cavités d'arbres qui peuvent leur servir d'abri. Donc, quelques espèces très emblématiques et que vous pouvez trouver, elles font partie de la biodiversité qu'on appelle ordinaire. Il n'empêche que ces espèces sont toutes protégées. En tout cas, celles qui sont présentées ce soir sont toutes protégées. Et qu'elles sont, malgré le fait qu'elles soient ordinaires, elles sont quand même en déclin. Donc, vous avez le moineau domestique, le martinet noir, le rouge-queue noir, les hirondelles de fenêtre. Les hirondelles de fenêtre un peu spécifiques puisqu'elles n'utilisent pas des cavités dans le bâti. Elles bâtissent des nids en boue. Donc là, pour les hirondelles de fenêtre, ça va être souvent dans les encadrements de fenêtres ou sous les avancées de tours. La mésange charbonnière, mais aussi la mésange bleue qui utilise des cavités. Pour les chauves-souris, on a les 4 espèces de pipistrelles et plus précisément les pipistrelles communes et pygmées qui utilisent beaucoup le bâtiment. La huppe faciée et le faucon cresserelle. Et pour les chauves-souris, on a aussi les noctules, noctules de Leffler et noctules communes. Donc, comme je vous ai dit, toutes ces espèces, elles sont protégées. Et ça veut dire que normalement, il est interdit de les détruire, mutiler, capturer, piéger ou de les détenir, mais aussi de détruire leur habitat. Et ça, sur le bâtiment, ça veut dire que normalement, on n'a pas le droit d'obturer les cavités, et ce, toute l'année, c'est-à-dire pas seulement pendant la période de nidification. C'est le cas aussi pour les nids d'hirondelles. On n'a pas le droit de détruire les nids d'hirondelles en hiver quand les hirondelles ne sont pas présentes, puisqu'elles sont migratrices. Et normalement, vu qu'on n'a pas le droit d'impacter leur milieu, on n'a pas le droit de transformer un bâtiment qui est utilisé par ces espèces dans une configuration qui ne leur permettrait plus de l'utiliser. Et ça à n'importe quelle phase, c'est-à-dire que ça soit en phase exploitation, rénovation, construction ou démolition. Mais ça, c'est la réglementation. Et en pratique, en fait, tout simplement, quand il y a des actions sur le bâtiment, c'est très rare qu'un expert soit mandaté, un écologue passe pour faire un diagnostic. Et donc, souvent, il y a des rénovations ou des démolitions. C'est surtout le cas des démolitions où il n'y a pas d'inventaire faunistique qui est réalisé. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de la biodiversité qu'on perd et de l'impact qu'on a sur ces espèces-là. Et donc, il faut savoir que si, par exemple, vous faites une rénovation thermique pendant la période de nidification, ou pour les chauves-souris, ça peut être aussi pendant la période d'hibernation, puisqu'elles vont hiberner dans les cavités du bâtiment. Quand on enlève la peau du bâtiment, quand on se rend compte qu'il y a des animaux à l'intérieur, normalement, le chantier, il est suspendu sur le champ. Et donc, en théorie, ce qu'on serait censé faire, c'est un diagnostic pour permettre d'identifier quelles sont les espèces présentes et quels vont être l'impact des travaux. Et ensuite, se met en place la séquence que vous connaissez peut-être qui s'appelle éviter, réduire, compenser et qui est présentée à la DREAL. Et voilà, et puis des mesures sont mises en place ou demandées avec souvent une demande de suivi et de réajustement si jamais ces mesures ne sont pas efficaces pour la faune. Donc, vous avez, de toutes les façons, à la fin, je vous présenterai, et puis vous l'aurez dans la présentation, je vous ai fait une liste un petit peu de biblios, d'ouvrages, mais aussi de liens Internet. Et donc là, vous avez un guide qui est pas trop mal, qui s'appelle « Respecter les espèces protégées présentes dans les bâtiments » et qui a été édité par la LPO Aura et qui est très bien donc pour les aménageurs privés ou publics pour connaître un petit peu les démarches pour protéger les espèces lors des travaux d'aménagement. Alors, ce qui est important, c'est vraiment aujourd'hui, il faut changer la vision du bâtiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment reconsidérer le bâtiment comme un vrai écosystème. C'est-à-dire c'est un écosystème avec des milieux qui sont très diversifiés. Du coup, il peut être occupé par
une multitude d'espèces. Et je trouve que cette image qui est extraite du livre Animaux sauvages à notre porte, elle est très parlante, puisque en fait, on voit bien qu'on a le toit, donc qu'il soit plat et végétalisé ou qu'il soit type toit pente, tuile ou pas, qui peut être en fait colonisé par certaines espèces qui vont beaucoup apprécier les combles notamment, et aussi les espaces très hauts comme le martinet noir, qui en général ne vient pas sur des bâtiments en dessous de 5 mètres de haut. Après, on a toute une partie sur la façade. Vous allez avoir beaucoup d'espèces qui utilisent la façade, comme les hirondelles, mais aussi les rouge-queues, les mésanges, et après d'autres espèces comme des insectes, pas mal d'insectes, mais aussi des petites araignées, des abeilles sauvages. Et après, vous avez toute la partie basse, et notamment s'il y a une cave, qui sont très appréciées par d'autres espèces, et notamment les chauves-souris, qui utilisent les caves pour hiberner, et en général plutôt les combles pour faire la mise bas, donc leurs petits, bien que ça peut être inversé, ou voire maintenant, vu que le climat est assez tempéré, elles utilisent parfois le même espace comme gîte de nidification et aussi d'hibernation. Et donc, ça, c'est vraiment que le bâtiment, et c'est sans parler après des espaces verts qu'il y a autour. Et donc, c'est ça aujourd'hui la complexité de l'aménagement, c'est-à-dire que il faudrait être expert sur toutes les trames, sur tous les taxons, et donc c'est vraiment difficile de recréer un écosystème vivant parce qu'en fait, il faut connaître tout un tas de choses. Et c'est pour ça que c'est important d'intégrer dans la chaîne d'aménagement des gens qui sont spécialisés dans les sols, la végétation, ou voilà, des écologues qui sont un peu plus généralistes, et de permettre ainsi d'intégrer la faune dans les aménagements. Alors, on va rapidement survoler les causes du déclin. Pourquoi ces espèces inféodées au bâti sont aujourd'hui très impactées? Alors, il y a de multiples causes qui sont multifactorielles et interdépendantes, qui vont du changement climatique jusqu'aux pollutions, aux espèces envahissantes, etc. Mais en tout cas, pour les espèces cavicoles inféodées au bâti, c'est aujourd'hui un des principaux impacts, c'est la disparition de leur habitat. Et ça, c'est dû au fait que nos bâtiments ils deviennent hermétiques, lisses et cubiques. Et donc, comme vous pouvez voir en haut, certaines espèces sont fortement impactées, comme par exemple le martinet noir, qui aujourd'hui en France utilise majoritairement, voire exclusivement, le bâti pour nidifier. Et donc, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une obstruction de leur cavité, que ce soit pour la ventilation, pour empêcher les rongeurs de passer, ou aussi on hermétise beaucoup pour faire des économies d'énergie. Et ça, ça veut dire, par exemple là, dans le cas des moineaux et des étourneaux, qui utilisent beaucoup les dessous de tuiles, c'est une énorme perte d'habitat. Il y a aussi les façades. En fait, les façades, elles deviennent très lisses. On utilise beaucoup de verre dans les nouvelles constructions, et ça a un fort impact, notamment par exemple pour les hirondelles de fenêtres qui bâtissent leur nid avec de la boue, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, et qui ont besoin en fait d'avancer de toit ou d'un vraiment quelque chose de très rugueux avec une casquette pour les protéger pour pouvoir bâtir. Donc, mis à part le fait qu'elles manquent aussi énormément de boue parce que elles ont besoin de trouver de la boue à proximité de leur site de nidification, et c'est vrai que c'est souvent des environnements aujourd'hui assez minérales, et donc elles peuvent avoir un manque de boue, et donc aujourd'hui on leur met à disposition des bacs de boue pour qu'elles puissent reconstruire leur nid chaque année. Et donc je vous ai mis en comparaison un type, donc j'ai pris vraiment c'est un peu cliché, mais voilà, j'ai pris une nouvelle construction et on voit bien que les formes sont très lisses, cubiques, et par exemple sur un bâtiment comme l'hôtel de ville de Montpellier, ce serait très difficile pour la faune inféodée au bâti de l'utiliser pour nicher ou pour s'abriter. Est-ce que, à l'issue de cette première partie, vous avez des questions? Alors oui, le diaporama, je pense qu'il vous sera remis. En tout cas, moi, je suis d'accord pour vous le mettre à disposition. Absolument. Je suis également intéressée par les mix interespèces. Oui, alors le voisinage entre les espèces, alors tout à fait, c'est possible.
Alors, certaines espèces n'aiment pas, par exemple, les mésanges, elles n'aiment pas avoir d'autres mésanges à proximité. Il y a une question de territoire. Elles sont aussi une espèce qui est territoriale. Et d'autres espèces, comme par exemple les moineaux, les martinets ou les pipistrelles, vivent en colonie. Donc, par exemple, les moineaux, ça ne serait pas une aberration, mais ça serait dommage de mettre un seul nichoir à moineaux intégré dans une façade, sachant qu'ils adorent nicher en colonie. Donc, en général, on en préconise plusieurs. Idem pour les martinets. Mais par exemple, si on met un nichoir à mésanges, ça n'empêche pas de mettre des nichoirs à moineaux. De toutes les façons, nous, on part souvent du principe que les espèces pour lesquelles ce soir je vais vous proposer, enfin, je vais vous faire des retours d'expérience, ce sont des espèces, potentiellement, on peut les trouver à peu près partout. Elles sont ordinaires. Et donc, potentiellement, on pourrait leur proposer des cavités un petit peu partout, enfin, sur tous les bâtiments, à toutes les expositions. Parce que, en fait, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que la cavité soit pas habitée. Donc, bien sûr, on va pas non plus, on verra ça après pour les déperditions énergétiques, on va pas non plus créer une maison nichoir. Mais voilà, les déperditions, elles sont négligeables quand on met quelques nichoirs. Donc, il n'y a aucun problème à mélanger les espèces. Après, sur le haut des toitures, on met parfois des nichoirs, surtout dans les grandes villes, pour faire de la prédation sur les pigeons ou une pression sur les pigeons. On met des nichoirs pour les faucons, vous en avez sûrement déjà vu. Et donc là, c'est sûr que si un couple de faucons occupe le nichoir, il est possible qu'aux étages inférieurs, d'autres espèces ne viennent pas parce que potentiellement c'est un prédateur. Et encore, quoique, vu que le faucon ne chasse pas forcément à côté de son espace de nidification, ça ne serait pas non plus problématique. Et je crois que vous pouvez vraiment garder en tête l'image du bâtiment écosystème. Et comme vous pouvez voir, il y a une multitude d'espèces qui vont cohabiter et pas seulement une espèce sur le bâtiment. C'est ça, en fait, la biodiversité. Alors oui, les règles sur les espèces. Oui, donc ça, oui. En gros, ils ont des préférences. Ils ont des préférences et les écologues les connaissent. Ça va être par exemple les martinets et les chauves-souris, ils adorent en général les hauts de toit. Voilà, être au plus haut du bâtiment. Et c'est vrai que dans le cas du martinet, c'est une espèce qui est très spéciale parce qu'elle est très aérienne. Il faut savoir qu'un martinet, en fait, il ne va pas au sol. Il dort même en vol. Et en fait, il va poser pattes à terre, si on peut dire, ou plutôt pattes sur édifice qu'à partir de ses 3 ans, quand il est à maturité sexuelle. Et ça sera uniquement pour aller au nid. Donc, c'est vraiment une espèce qui est très, très spécifique, le martinet noir. Après, par exemple, on a des espèces qui sont un peu plus opportunistes. Ça va être le cas des mésanges et des moineaux, qui ont une très grande tolérance et qui peuvent coloniser le bâtiment. En général, on préconise de ne pas les mettre en dessous de 2 mètres. C'est juste pour une question d'accessibilité par les prédateurs ou aussi par les humains, pour pas qu'il y ait pas de prédation, mais pour pas qu'il y ait de dégâts ou d'actes malveillants envers les oiseaux qui sont dans les nichoirs. Donc en général, on préconise 2 mètres minimum, mais par exemple, les moineaux, vous pouvez les trouver entre 2 et 5 mètres très facilement. Et pareil pour les chauves-souris, une fissure à 3 mètres du sol peut très bien leur convenir et vous allez les retrouver un petit peu partout dans le bâtiment. Alors, comment sécuriser des nids d'hirondelles pendant un chantier de rénovation et quelles sont les nuisances et les périodes à absolument éviter? Alors, les nids d'hirondelles, ça dépend en fait quel type de chantier de rénovation. Ça dépend si vous travaillez sur le bâtiment, mais si vous n'impactez pas les nids, si les nids ne sont pas détruits ou touchés, à ce moment-là, il faut intervenir pendant la période où les oiseaux ne sont pas là. Ça va être, vu que c'est un migrateur, donc les hirondelles, elles arrivent au printemps, elles arrivent maintenant déjà fin mars. Donc je vais dire, par mesure de précaution, l'idéal serait d'intervenir d'octobre à janvier. Voilà, et quelles nuisances? Alors les nuisances, on est d'accord, c'est les nuisances que les hommes pourraient causer sur les hirondelles ou est-ce que c'est les hirondelles qui pourraient causer des nuisances parce qu'elles sont réputées pour faire beaucoup de fientes? Là, je ne sais pas, il faudra me préciser un petit peu la question. Et après, il arrive parfois quand il y a des projets de rénovation de façades de bâtiments où des dérogations sont données pour détruire les nids d'hirondelles et pour rénover la façade. Et donc, en général, les dérogations, il faut les demander à la DREAL. Et en général, on vous oblige à faire ces travaux
en hiver quand les hirondelles ne sont pas là. Et il arrive parfois qu'en compensation, on vous demande soit de mettre des nids artificiels, soit de mettre un bac à boue ou de prendre des mesures pour leur permettre de rebâtir. Parce qu'il faut savoir que les hirondelles, comme beaucoup d'espèces, sont fidèles à leur nid et à leur site de nidification. Donc, elles reviennent chaque année nidifier au même endroit. Voilà. Oui, bon, les nuisances des hommes, oui, c'est vraiment ça. Les nuisances des hommes, après, c'est déjà arrivé qu'il y ait des... C'est pareil pour le martinet. Le martinet et les hirondelles, ils sont tellement fidèles à leur nid et ils s'occupent tellement bien de leurs petits qu'il arrive souvent qu'en phase de travaux, enfin, même si par exemple il y a des travaux à proximité, ils continuent à alimenter leurs petits. C'est moins évident quand ils sont à la période de ponte où là, par exemple, ils vont peut-être abandonner le nid parce qu'ils sont dérangés. Mais c'est vrai que dès que les petits sont nés, ce sont des super parents et ils vont avoir tendance en fait à rester pour s'occuper. Frelons asiatiques ou des perruches dans les histoires que vous avez installées? Alors non, pas du tout. Et ça, je vais vous le présenter. Et je pense que c'est du fait, en tout cas, alors, nous, on nous pose souvent la question pour les guêpes. Et dans le cas des guêpes, elles apprécient énormément les endroits qui sont très chauds. D'ailleurs, vous avez souvent remarqué, elles se mettent souvent dans les structures métalliques qui chauffent beaucoup, enfin voilà, ou sur des parpaings, enfin des endroits qui sont très très chauds. Et justement, le fait d'intégrer les nichoirs et de ne pas les poser en façade, ça tempère l'intérieur du nichoir et je pense que c'est des conditions qui vont moins les intéresser. Par contre, on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'elles y aillent. Le frelon asiatique, je ne pense pas parce que le frelon asiatique, il bâtit normalement comme un cocon avec de la cellulose. Et donc, les nichoirs que nous, on utilise, en tout cas, les cavités sont très, très réduites à l'intérieur et je ne pense pas que ce volume-là les intéresse. Mais après, ils peuvent peut-être s'adapter, notamment les espèces s'adaptent beaucoup quand elles sont traquées. Donc, c'est vrai que peut-être si on leur met une énorme pression de destruction des nids, peut-être qu'ils vont s'adapter et aller vers des cavités artificielles de type nichoir. Et pour les perruches, ça ne nous est jamais arrivé pour l'instant. Mais il faut dire qu'on ne travaille pas forcément dans des zones. Je sais que dans la région parisienne, voilà, il y a une grosse population de perruches et qui est assez problématique. Pourtant, on a déjà envoyé des nichoirs dans cette région. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de retour d'expérience. Et ça, je pense aussi que c'est dû au fait voilà, de grandeur de la cavité et aussi du fait que certaines espèces utilisent des cavités, par exemple comme le martinet, sans bâtir de nid et d'autres bâtissent des nids. Et donc, si la cavité ne correspond pas à leurs besoins, elles vont pas l'investir. Et c'est pour ça que c'est important de prévoir des nichoirs bien adaptés à la taille de l'espèce que vous souhaitez accueillir. Ok, nous ne souhaitons pas détruire les nids. Bon, peut-être on pourra revenir. Voilà, ok. Alors, je vais continuer. Donc là, on va partir sur les cas concrets et les retours d'expérience. Donc, on en vient à vraiment pourquoi, en fait, quelles sont les solutions, comment on peut réduire ce déclin des espèces cavicoles. Ça va être vraiment en leur redonnant de l'habitat dans notre bâti et en leur créant des cavités qui vont être stables thermiquement et qui correspondent aux besoins des espèces. Donc là, on est vraiment dans ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire correspondant aux besoins des espèces, une cavité qui est exposée, mais aussi qui a des dimensions qui correspondent aux besoins de l'espèce. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est d'intégrer le nichoir dans les murs et pas de le poser en façade. Et bien, tout simplement parce qu'un nichoir qui est posé en façade, il n'a pas des propriétés thermiques en fait qui sont intéressantes pour les oiseaux. Et ça peut même être une trappe écologique lorsqu'il y a des lorsqu'il y a des épisodes de canicule. Notamment ces dernières années, on a eu des épisodes de canicule dès le mois de juin, avec des variations de température aussi d'un jour à l'autre ou sur une semaine qui sont très fortes. Et ça impacte énormément la nidification des oiseaux. Et donc, pourquoi aujourd'hui ils cherchent des cavités de bâtiments? Parce que justement, dans les cavités, ils trouvent, on va dire, une certaine tempérance, que ça soit en hiver ou en été. Pour vous donner un exemple concrètement, les chauves-souris, en hiver, pour hiberner, elles vont chercher des cavités en fait qui ont des températures très stables pour ne pas se réveiller et donc constantes et froides pour maintenir la léthargie. Et par contre, en été, au printemps-été, lors de la mise bas, elles vont chercher une température qui est plutôt haute pour faire les petits
mais qui ne dépassent pas, par exemple, au-dessus de 30-35 degrés. Ça peut être délétère pour certaines espèces. Et donc, ça peut créer des situations où, par exemple, donc, les chauves-souris, elles nichent en colonie, enfin, elles mettent bas en colonie, ou si elles ne peuvent pas transporter leurs petits, parce que le petit est déjà trop grand, ben, où il y a des abandons de petits. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, je crois aussi, de faire appel à des spécialistes. C'est-à-dire que ben, aujourd'hui, c'est vrai que nous, sur les projets sur lesquels on travaille, ça embête parfois les aménageurs. Ils disent, oh non, on va pas faire venir un écologue, ça fait encore une personne de plus sur le chantier. Mais je pense, et vous serez tous d'accord, qu'aujourd'hui, ben, pour les espaces verts, par exemple, il y a toujours un paysagiste. Et donc, je pense que dans l'avenir, ben, il y aura toujours un spécialiste de type écologue pour pouvoir intégrer comme il se doit et comme il faut ben, des qualités pour la faune. Et c'est vrai que j'ai pas prévu de slide à ce sujet, mais il faut savoir que toutes ces espèces, elles font partie de la biodiversité et elles nous rendent énormément de services écosystémiques. Je veux dire, on a besoin d'elles. Sans parler du fait qu'elles régulent, par exemple, les moustiques ou certaines populations d'insectes, il est évident que pour rétablir un équilibre, il faut avoir ben, un écosystème biodiversifié. Et c'est aussi le cas en ville. Donc, on a vraiment besoin de la végétation en ville, mais aussi de la faune. On a besoin aussi de la microfaune du sol. On a besoin d'eau. Voilà. Il faut vraiment recréer un écosystème vivant. Alors, on va parler des nuisances, c'est-à-dire que ben, parfois, certains aménageurs sont frileux et ne souhaitent pas intégrer le nichoir dans le mur. Ils préfèrent les poser en façade, et ce pour plusieurs raisons. La première qui est souvent citée, c'est les déperditions énergétiques. Et il faut savoir ben, voilà, qu'il y a des études et des tests thermiques qui ont été faits et qui ont prouvé qu'en fait, cette incidence, elle est négligeable à partir du moment où on respecte certaines règles. Je vous les ai écrites, c'est-à-dire qu'il ben, ne faudrait pas dépasser plus de 5% de la surface de la paroi, mais en pratique, on ne met pas des nichoirs au point qu'il y ait autant de déperdition énergétique. Et récemment, il y a un chiroptérologue qui est venu avec une caméra thermique pour voir comment se comportait le bâtiment. Et en fait, sur un bâtiment, il y a beaucoup d'accidents et il y a d'autres déperditions, comme les fenêtres, les volets roulants, voilà, vous les connaissez. Et donc, les déperditions énergétiques, à partir du moment où le nichoir est bien intégré, sont négligeables, et c'est pas un point, en fait, voilà, c'est pas un point normalement de discussion. Ensuite, il y a le point de rosée. Donc, le point de rosée, ça, on nous pose souvent la question. Et c'est vrai, vous allez voir dans les retours d'expérience qu'aujourd'hui, donc nous, on préconise une façon, c'est-à-dire que avec les nichoirs que l'on fabrique, on propose, comment ça s'appelle, une fiche technique, mais aussi une fiche de pose. Mais on se rend compte que sur les chantiers, et suivant le type de construction, ben les nichoirs sont intégrés de façon complètement différente. Et aujourd'hui, il n'y a pas un retour d'expérience qui est très long sur l'intégration de nichoirs, puisque ça se fait depuis quelques années, mais ça se fait pas depuis 10 ou 20 ans. Et donc, c'est difficile de savoir comment vont se comporter les nichoirs dans 20 ans qui sont intégrés dans le bâti. Mais ce qui est sûr, c'est que comme pour tout élément qui est intégré ou encastré dans une façade de bâtiment, ça va vraiment dépendre ben, de la personne qui met en œuvre et qui est responsable du chantier. C'est-à-dire que ben, vous pouvez avoir un point de rosée aussi si ben, un spot est mal encastré. Enfin voilà, ce sont des accidents qui arrivent pas uniquement pour les nichoirs, et donc il faut mettre en place exactement ben, les mêmes mesures que pour d'autres éléments. Ensuite, on nous demande souvent, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de fientes et de salissures? Alors, il faut savoir que la plupart des espèces qui utilisent le bâti sont très discrètes. D'ailleurs, souvent, on ne s'aperçoit pas qu'elles sont dans le bâtiment. En tout cas, les espèces pour lesquelles je vous parle, c'est différent après quand il y a une fouine dans un grenier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, puisqu'on reste plutôt sur des espèces de type avifaune et chauve-souris, donc des espèces de petite taille, et donc qui font des petites fientes. Et mis à part pour les hirondelles, donc qui sont réputées pour faire beaucoup de salissures sur les façades, les autres espèces, c'est négligeable également, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, bah, comme vous pouvez voir sur la petite illustration, les oiseaux, en fait, ils essaient de maintenir un nid propre. Et pour ça, il y a deux façons de faire. C'est-à-dire que soit le petit, comme dans le cas des hirondelles, ben, va faire en dehors du nid,
Donc, il met le croupion hors du nid et fiente. Et c'est là où il y a des risques que les fientes touchent la façade. Soit, en fait, les parents vont évacuer les sacs fécaux. Et ça, quand on est pour des espèces cavicoles qui utilisent des cavités, en général, les petits sortent pas de la cavité pour pouvoir fienter. Donc, en général, c'est les parents qui évacuent les sacs fécaux. Et traditionnellement, quand ils nichaient dans des arbres ou des falaises, ils évitaient de jeter les sacs fécaux aux aplombs pour éviter d'attirer les prédateurs et de signaler leur présence. Donc, en général, ils l'évacuent plus loin. Mais il y a plein de façons en fait d'éviter d'avoir des salissures ou des nuisances. Ça peut être tout simplement d'intégrer les nichoirs sur des façades où par exemple il n'y a pas en aplomb un balcon. Voilà, on va privilégier par exemple une cage d'escalier ou un espace où il y a moins de passages. Et après, ça peut être encore mieux un espace où par exemple le sol est enherbé. Et ça arrive de plus en plus puisqu'on a de moins en moins de projets 100% minéraux. Et donc, ça peut être, si c'est bien pensé, et en général, quand on est accompagné par des gens qui ont une bonne expérience en cohabitation ou une bonne expérience des espèces et de la faune sauvage, en général, voilà, il n'y a pas de problème de fiente ou de salissure. Et dans le cas des hirondelles, la seule solution aujourd'hui qui peut être mise en place, c'est l'utilisation de planchettes de récupération, mais qui sont très inesthétiques. Donc là, en tant qu'architecte, si vous avez envie de trouver des solutions, je pense que les naturalistes seront très contents d'avoir des planchettes qui sont esthétiques. Et ensuite, on nous pose la question, est-ce qu'il va y avoir du bruit et de l'odeur? Et donc ça, justement, le fait d'intégrer des nichoirs, c'est ça qui est génial, c'est que ça permet de créer un habitat dans l'habitat. Et donc, en fait, finalement, d'isoler les animaux de l'habitat. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se promener dans l'isolant. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez super et ça évite les nuisances de bruit ou d'odeur qu'on peut trouver, par exemple, quand ils occupent notamment les combles. Mais je vais quand même mettre un petit bémol là-dessus. C'est-à-dire que moi, les espèces pour lesquelles ce soir je vais vous parler, je vous ai dit, c'est des cavicoles et des fissuricoles. Et dans le cas des chauves-souris, ça concerne que les pipistrelles et les noctules. Mais il y a d'autres chauves-souris, comme par exemple le petit rhinolophe ou le grand rhinolophe, qui utilisent des volumes et non des fissures. Et c'est pour eux qu'il faut aménager des combles ou des caves. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ce soir, il ne sera pas abordé parce que malheureusement, on ne peut pas tout voir. Il y a beaucoup de faune, beaucoup de spécificités. Et donc, là, je vous fais un petit éventail de ce qui existe. Donc, à la construction, lorsque on intègre à la construction, on va en général choisir un nichoir qui correspond au type de construction. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans les constructions de type banche-béton, voile béton qui sont coulées, on utilise plutôt, les aménageurs préfèrent les nichoirs qui sont en béton. Après, nous, on a mis au point, comme vous pouvez voir, notre gamme en bois, on a mis au point un châssis qui permet de faire une réservation et d'encastrer le nichoir et du coup de pouvoir enlever le nichoir si besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les banches béton, c'est plutôt les nichoirs en béton qui sont privilégiés. Après, dans les bâtiments qui sont en ossature bois, de notre retour d'expérience, c'est toujours des nichoirs bois qui sont intégrés. Et ensuite, nous, on a mis en place, enfin, on a conçu des nichoirs briques en partenariat avec la société Bouillet-Leroux, donc c'est la marque BioBrick, et ils nous ont aidé à faire tous les tests thermiques, résistance au feu, etc., pour homologuer des briques. Et donc là, tout simplement, on a utilisé les briques qui sont déjà existantes, on les a déstructurées pour fabriquer des cavités à l'intérieur et créer des briques, des briques nichoirs. Donc aujourd'hui, ces briques les tests sont terminés, mais malheureusement, elles ne sont pas encore proposées au catalogue de Bouillet-Leroux parce que c'est nous qui les fabriquons et notre méthode est encore un peu trop artisanale. Donc on ne peut pas produire assez d'unités rapidement. Donc on travaille sur le sujet, donc ça devrait arriver prochainement. Et donc là, on va rentrer sur des retours d'expérience concrets. Alors, il faut savoir que nous, on fait ça depuis 2019. Et comme vous le savez, les projets d'aménagement peuvent être longs dans le temps. Donc, certains projets qu'on a eus dès 2020, par exemple, des fois, les bâtiments ont vu le jour que l'année dernière, ou des fois, on a des projets beaucoup plus longs. Donc, je vais vous présenter nos premiers retours d'expérience
mais sachant qu'on a beaucoup d'autres projets qui sont en cours ou pour lesquels, par exemple, comme on fournit sur toute la France, on n'a pas forcément de retour photo parce que les aménageurs ne le font pas malgré le fait qu'on les sollicite beaucoup. Et donc là, je vais vous parler d'un projet. C'est la rénovation d'une ancienne longère en Ariège, qui est le siège de l'ANA, c'est-à-dire c'est le Conservatoire des espaces naturels Ariège, qui a bien sûr et bien évidemment une forte sensibilité à la préservation de la biodiversité, puisqu'ils font même des animations grand public. Et donc, eux, ça faisait complètement partie du projet de rénover et d'intégrer des habitats pour diverses espèces. Et donc, ils avaient prévu, comme vous pouvez voir, et je vais vous présenter après un petit peu plus en phase chantier. Donc, ils avaient prévu des gîtes. Donc, toute la partie où vous voyez la chauve-souris, ça, c'est une partie qui a été rénovée thermiquement et de l'isolation par l'extérieur. Donc, toute cette partie-là, ils ont intégré des gîtes à chauve-souris pour les espèces fissuricoles, puisque les combles, par contre, ont été aménagés avec une chiroptière. Mais c'est pas nous qui nous sommes chargés de la chiroptière, c'est le menuisier, pour le petit rhinolophe. Et l'espace des combles a aussi été aménagé pour les frais des clochers. Des nichoirs à hirondelles ont été posés, des nichoirs à martinets ont été intégrés dans la tour. Et donc, dans la tour, par contre, on était sur une isolation par l'intérieur. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, en façade, ont été posés des nichoirs pour des espèces de type mésange, rouge-queue, rouge-gorge et colonie de moineaux. Et donc, concrètement, le chantier est toujours en cours, hein. Concrètement, les nichoirs à martinets qui ont été intégrés dans l'isolation par l'intérieur. Donc, je n'ai malheureusement pas de photo du rendu final parce que ce n'est pas fini. Et donc, en fait, là, c'est le maçon. Du coup, sur ce projet, les nichoirs ont été intégrés par des corps de métier différents. C'est-à-dire que dans le cas des martinets, c'est le lot gros œuvre. Donc, c'est le maçon qui a réalisé des trous à la carotteuse pour pouvoir intégrer les nichoirs. Et par exemple, sur la partie que vous voyez, la partie centrale, qui a été rénovée avec de l'isolant par l'extérieur, là, ça a été le charpentier qui a eu le lot de l'isolation. Donc, on a cette solution. C'est des nichoirs qui s'intègrent quand les bâtiments sont déjà construits, ou là, dans le cas de la rénovation, ça a été aussi utilisé, par carottage. Et donc ça permet, sur un bâtiment qui est déjà existant, d'utiliser les carotteuses pour faire le passage de gaines, par exemple, de clim. Donc, d'utiliser ces carotteuses pour faire un trou et intégrer le nichoir. Donc, vous voyez, même quand le bâtiment est déjà construit, on peut avoir des solutions pour les intégrer à l'intérieur des murs. Et donc, ils ont eu également de l'intégration dans l'isolation par l'extérieur pour les gîtes pipistrelles. Et donc, comme vous pouvez voir, pour les chauves-souris, j'ai mis des flèches parce qu'après, on voit que le trou d'envol, la fente d'envol. Et donc, c'est des nichoirs, les gîtes à chauves-souris sont très minces, hein, c'est ce que vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué, c'est vraiment pour des espèces qui utilisent des fissures normalement. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des épaisseurs qui sont minimes. Et du coup, c'est génial lors des rénovations thermiques avec poste d'isolation par l'extérieur, parce que quelle que soit l'épaisseur du mur, ça rentre. Parce que c'est vrai que pour certaines espèces, comme par exemple le martinet noir ou les moineaux qui ont des cavités qui sont beaucoup plus profondes, qui nécessitent plus de profondeur, c'est parfois problématique quand on a un isolant qui est très mince. Quand on est en dessous de 15 cm de complexe complet isolation plus peau du bâtiment, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué d'intégrer des nichoirs. Parce que vous le comprenez, le but, c'est vraiment qu'ils soient entièrement intégrés. Alors, sur ce premier, bien sûr, il va y avoir d'autres retours d'expérience. Donc, sur ce premier, est-ce que vous avez des questions? Premier retour d'expérience. Non. Pas de questions. J'attends un petit peu. Bon, au pire, si jamais vous avez des questions qui viennent après, il n'y a pas de problème, vous pouvez les poser. Je vais continuer. Donc, le deuxième projet, c'est un projet... Ah, y a-t-il des expositions à privilégier? Oui, ça, c'est une super question. Donc, autrefois, oui, on privilégiait... Ok, ordre de budget aussi. Autrefois, évidemment, on privilégiait beaucoup d'expositions
Mais aujourd'hui, c'est plus trop valable. Pourquoi? Parce que, je pense que c'est à cause de l'effet, réchauffement climatique. Enfin, on est vraiment dans des perturbations, climatiques qui perturbent aussi, les espèces sauvages et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que, hem, en fait, on a le bâtiment, c'est un micro-habitat avec son microclimat et donc on a des projets, où par exemple, on va avoir des façades nord, qui sont occupées par des colonies de moineaux, alors qu'au départ, on aurait pensé qu'elles préféraient plutôt les façades est, voire sud-est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, suivant où vous vous trouvez, ça peut être pertinent de mettre des cavités aussi sur des façades moins exposées au soleil, parce que quand il fait vraiment trop chaud, en fait, ça pose vraiment des problèmes. Je dirais que de manière générale, par rapport à où vous vous situez, il faut toujours faire attention à plusieurs choses, c'est-à-dire au vent dominant et aux pluies. C'est-à-dire que pour les oiseaux, ça va être quelque chose de très important de ne pas être exposé à ces éléments-là. Et ils vont pas apprécier d'avoir une cavité qui est face au vent, enfin qui prend vraiment beaucoup le vent, ou une cavité dans laquelle la pluie risque de rentrer. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Euh, et je dirais que le deuxième élément, c'est voilà, après, si vous vous trouvez plutôt dans la partie sud de la France, il faut faire attention aux expositions sud qui peuvent être un petit peu trop chaudes. Dans le cas là que vous voyez de la maison Ossat sur bois, on est sur une façade exposée sud, mais vous voyez, il y a une casquette. Donc, c'est ça en fait. C'est difficile en fait de répondre parce qu'on pourrait donner des préconisations sur les expositions, mais en fait, en fonction de comment est conçu le bâtiment, ça serait dommage de ne pas privilégier cette exposition-là, d'autant plus que ce nichoir, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, il a été occupé dès la première année par un couple de rouges-queues. Et la nidification est arrivée à terme avec succès. Donc, je dirais que pour les expositions, c'est justement pour ça que c'est intéressant d'avoir un écologue ou quelqu'un qui peut vous aider par rapport à votre projet. Nous, on le fait souvent. C'est-à-dire qu'on fournit les nichoirs, mais quand il n'y a pas d'écologue sur le projet, on ne va pas sur le terrain, mais sur des plans, on peut donner quelques indications sur les façades à privilégier par rapport à notre expérience. Et après, je dirais aussi que de manière générale, toutes ces espèces n'apprécient pas forcément, enfin, moins les façades ouest, orientées ouest. Pourquoi? Parce que le soleil se couche à l'ouest et en général, notamment dans le sud de la France, il peut y avoir des fortes, ça emmagasine déjà, il y a beaucoup de chaleur qui a été emmagasinée dans la journée et le soir, le rayonnement est encore assez fort. Donc c'est vrai qu'on a remarqué que les façades ouest sont souvent, en tout cas nous, on utilise plutôt les autres façades et sur les projets, quand on peut, notamment pour les chauves-souris, on essaie d'utiliser toutes les expositions. C'est-à-dire que évidemment, si le client nous dit je veux mettre qu'un seul gîte à chauve-souris, c'est souvent le cas quand par exemple ils le font d'eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas dans le cadre d'une mesure compensatoire, c'est la création d'un bâtiment et ils souhaitent intégrer. Et par exemple, ils veulent mettre un nichoir à chauve-souris, ou plusieurs à martinet, un ou deux à moineaux. Et là, c'est vrai que du coup, quand il n'y en a qu'un seul, on va essayer de choisir la meilleure exposition, celle qui nous semble la plus évidente par rapport comme je vous ai dit, à ce micro-écosystème que crée l'habitat. Donc, chaque configuration est spécifique. Ça dépend aussi des espaces verts qui sont à proximité. Ça dépend d'énormément de choses. Par exemple, les moineaux, ils adorent quand à proximité, il y a des arbres. Alors, en fonction du projet, on va privilégier les façades qui sont tournées vers les espaces verts plutôt que les façades qui sont tournées côté rue. Et par contre, si on est sur un projet où il y a un restaurant ou un bar, là, par exemple, pour les moineaux, on va privilégier cette façade-là parce qu'ils adorent aller chipper les miettes et pour eux, ça va être leur façade préférée. Euh, En comparaison, les chauves-souris et les martinets, eux, ils vont plutôt aimer quand les façades sont assez dégagées, notamment pour le martinet, parce qu'il rentre très vite dans son nid. Et donc, s'il y a un arbre qui fait obstacle devant, bon, en général, à plus de 5 mètres de haut, c'est rare. Mais voilà, il va préférer s'il n'y a pas un alignement de platanes à proximité, par exemple. Voilà, ordre de budget des nichoirs. Alors, les nichoirs à intégrer, à ma connaissance, que ça soit ceux que l'on vend, mais nous, on utilise aussi des nichoirs de partenaires. Alors, on pourrait dire des concurrents, mais nous, on a décidé plutôt de créer des partenariats avec d'autres fabricants de nichoirs à intégrer.
Je dirais que la gamme de prix, en général, elle va de 100 jusqu'à 400 euros, je pense. Voilà, de 100 à 400 euros l'unité. En général, c'est à peu près les ordres de prix. Pour les cavicoles et fissuricoles, prévoyez-vous des pauses de calendrier d'entretien ou bien vous laissez faire avec? Ah, c'est une bonne question, ça, l'entretien. Ça dépend aussi des espèces. Alors, ce qui est super pratique, c'est que les espèces qui sont en hauteur, comme le martinet ou les chauves-souris, n'ont pas besoin d'être nettoyées. Nous, sur le gîte à chauve-souris, mais je vais en parler tout à l'heure, vous avez peut-être déjà vu, il est en forme de L et en fait, il s'auto-vidange, c'est fait exprès. Comme ça, le guano, en fait, il tombe et on a créé un léger débord avec une goutte d'eau qui permet que le guano ne tombe pas à l'aplomb de la façade. Donc, ça a été vraiment étudié vis-à-vis de notre retour d'expérience et ça fonctionne. Après, pour d'autres espèces, c'est notamment le cas de la mésange. La mésange, en fait, elle a tendance, chaque année, elle reconstruit son nid et donc elle a tendance à empiler les nids. Et donc, au bout d'un moment, la cavité, si elle l'utilise pendant plusieurs années, ben, elle va être complètement obstruée. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour les mésanges, les moineaux, les rouge-queues, on a tendance à préconiser un nettoyage annuel qui va se faire à la période automne-hiver, quand les oiseaux sont pas censés voilà, nicher, bien que des fois, les nichoirs sont utilisés la nuit comme abri pour s'abriter, voilà, pour dormir. Donc, c'est vrai qu'on peut préconiser un nettoyage, mais honnêtement, il n'est pas indispensable parce que dans la nature, ben, ils font avec. Après, ça peut être problématique quand il n'y a qu'une seule cavité. C'est pour ça que c'est génial les projets et les bâtiments où on a plusieurs cavités parce que ça permet voilà, aux oiseaux, si cette cavité ne convient plus, ou si par exemple il y a une mortalité dans la cavité parce que ça arrive qu'il y ait de la mortalité, ben, ça permet que si personne n'a nettoyé, ben, que le temps fasse que voilà que ça évacue, parce qu'il y a tout de suite, il va tout de suite y avoir des fourmis, enfin voilà toute la microfaune qui va détériorer et évacuer ben, les cadavres. Et donc, ça permet que la cavité soit nettoyée et qu'une autre soit utilisée. Y a-t-il des prédateurs sur les espèces invasives, guêpes, mouches, moustiques, frelons? Vous voulez dire, est-ce que les espèces pour lesquelles on privilégie les nichoirs ben, prédatent ce type d'espèces? Ça doit être ça, sûrement la question, si j'ai bien compris. Alors, ben, pour les moustiques, oui. Par exemple, ben, les chauves-souris ou les hirondelles peuvent facilement martiner, prédater du moustique. Pour les mouches également, je pense que beaucoup. En fait, il faut savoir que toutes ces espèces, par exemple la mésange ou le moineau que vous connaissez bien et qui pour vous sont peut-être des granivores, voire pour le moineau un petit peu opportuniste parce qu'il mange des graines, enfin des miettes de pain, etc. Enfin tout ce qu'il trouve. Vous allez peut-être vous dire qu'ils sont granivores et pas insectivores, mais il faut savoir que toutes ces espèces, elles élèvent leurs petits avec des insectes. Donc c'est pour ça qu'ils exercent ben, une très bonne pression de régulation sur les insectes présents dans les espaces verts ou en ville, parce que ben, ils nourrissent à la période de nidification leurs petits avec des insectes. Donc je dirais que de manière générale, je pense qu'ils régulent bien, par exemple, les moineaux, les pucerons aussi, si jamais il y a des potagers à proximité. Il y a une autre question. Il faut que je... Ah oui, il y a d'autres questions. Alors, les façades privilégiées pour la mise en œuvre versus nos surfaces extérieures pour les clients, pour la bonne cohabitation. Alors, ben, pour les façades à privilégier pour la mise en œuvre, je pense que j'ai répondu. Si ce n'est pas le cas, ben, vous me redemandez. Ces dispositions sont-ils en vente et si oui? Alors, pour les aides, oui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le fonds vert que vous connaissez sûrement et qui est souvent utilisé pour financer des rénovations thermiques de bâtiments. Et maintenant, il y a une ligne sur l'intégration de la biodiversité. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait faire financer l'intégration de nichoirs dans ce type d'aide. Mais je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres et je suis sûre que dans les années à venir, il va y en avoir d'autres. Mais en tout cas, c'est le financement qui me vient en tête. Et après, par exemple, je vais vous présenter ça avec les bailleurs sociaux. Mais on fait beaucoup. En fait, bon, nous, je ne l'ai pas précisé, mais on est une association qui est basée dans l'Hérault. Vous devez l'entendre à mon accent.
Et nos nichoirs en bois sont fabriqués par un ESAT qui est à proximité de notre association, qui est juste à côté de notre siège social. Mais on envoie nos nichoirs un petit peu partout en France. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, on travaille plutôt dans le nord de la France et notamment dans certaines régions ou départements comme le Cher, la Picardie. On travaille beaucoup sur ces territoires-là. Et justement parce que il y a eu des volontés politiques. Et par exemple là, on a une grosse commande de nichoirs par une métropole. Et par exemple, c'est des nichoirs qui vont être donnés sur des projets. Donc ça, c'est des choses, mais c'est très territorial. Mais je pense que ça va de plus en plus se faire. Donc là, sur ce projet-là, à Combayo, donc dans l'Hérault, ça a été notre site pilote et c'est donc une maison à la construction. Donc c'était une maison en ossature bois avec des murs en paille. C'était génial parce que les murs en paille, c'est très épais. Donc on a pu facilement intégrer un nichoir. Donc c'est un nichoir pour les rouges-queues. Donc comme vous pouvez voir, la forme du trou d'envol, elle est en demi-lune parce qu'il apprécie d'avoir beaucoup de luminosité dans le nichoir. Mais par exemple, ça, c'est un nichoir où on a créé, en fait, la porte est intervertible avec une porte pour mésange qui, elle, aime avoir un petit trou d'envol qui est très haut. Et ça permet, par exemple, sur un projet, d'avoir une cavité qui sert à plusieurs espèces en changeant la porte. Hop. Voilà. Alors, j'ai répondu un peu aux questions avant le temps d'échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je passe au retour d'expérience suivant. Ok. Allez, je vais... Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet sur tout ce qui est projet rénovation thermique. Et aujourd'hui, il y a un fort enjeu sur les rénovations thermiques plutôt que sur les constructions. Pourquoi? Parce que quand on fait une rénovation thermique, il arrive très souvent en fait qu'il y avait déjà des habitants du bâtiment. Et donc, il y a une obligation de restaurer leur habitat. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des précurseurs dans le domaine, et notamment pour le taxon des chauves-souris. Il faut savoir que les chiroptérologues, donc les spécialistes des chauves-souris, sont assez bien, sont assez bien unifiés et en réseau au niveau national. Il y a une très bonne circulation et diffusion des informations. Et donc, c'est un taxon pour lequel nous, on travaille beaucoup lors des rénovations thermiques de bâtiments. Donc, du coup, on va travailler uniquement sur, c'est ce que je vous ai dit, sur les espèces fissuricoles, qui sont les pipistrelles et les noctules. Sur les volumes, malheureusement, on est obligé de faire du sur-mesure parce qu'il n'y a pas deux combles qui sont pareils. Et donc, c'est le cas aussi, par exemple, quand il y a des chiroptères qui sont intégrés, ça va vraiment dépendre du bâtiment parce que l'exposition de la chiroptière, la largeur du trou d'envol va dépendre de l'espèce qui est ciblée, de l'orientation, de la végétation autour, etc. Donc là, on est sur du sur-mesure. Mais moi, aujourd'hui, je vous ai présenté plutôt des solutions, alors que c'est pas le mot clé en main n'est pas vraiment clé en main, mais en gros, qui peuvent être utilisés sur une large gamme de bâtiments et de configurations. Et donc, on a certaines régions qui se mobilisent beaucoup, et notamment les bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux, comme vous le savez, ils font beaucoup de rénovation thermique de leur parc de logement. Et donc, certains sont très impliqués sur le sujet. On a même des bailleurs sociaux comme Val-de-Berry qui le font systématiquement sur tous leurs projets, qui travaillent avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges et l'association Chauffe qui peut, qui ont été un petit peu les précurseurs dans le domaine, puisque ils ont équipé des bâtiments à Bourges dès, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était dès les années 2020. Donc, ils ont un retour d'expérience déjà de 4 ou 5 ans sur le domaine, avec des taux d'occupation qui sont vraiment supérieurs aux nichoirs qui sont posés en façade. Et d'ailleurs, ils disent ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer. Et ils ont mis des capteurs thermiques et vraiment, ça se comprend, c'est-à-dire que on offre, en intégrant le nichoir dans l'isolation, on offre vraiment une solution, un habitat stable qui va convenir à ces espèces. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez, dans le cas des chauves-souris, c'est très discret. Ça peut s'intégrer de façon très esthétique, je trouve, au bâtiment, parce que c'est vrai que c'est pas trop un point, et d'ailleurs je l'avais pas mis dans les nuisances,
le côté esthétique, parce que je crois qu'aujourd'hui, les nichoirs sont assez bien perçus. C'est très rare qu'on nous dise qu'ils sont mal vus ou que ça ferait une verrue sur le bâtiment, mais bien que ça pourrait être le cas, et dans le cas des gîtes à chauves-souris, ils sont vraiment parfaitement intégrés. Et c'est un petit peu l'avantage aussi des nichoirs intégrés qui sont dans le mur, c'est-à-dire que c'est quand même des solutions qui sont très esthétiques. Et là, vous pouvez le voir sur la photo de gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge ou pas, mais en tout cas, on voit bien le léger débord avec la goutte d'eau. Voilà. Et ça va permettre l'évacuation du guano. D'autres projets, donc lors de rénovation thermique, j'ai fait exprès de vous en montrer plusieurs et pour vous montrer la diversité des bâtiments. Donc à gauche, ça a été une rénovation thermique d'un collège dans l'Oise. Et là, c'est un projet sur lequel, en fait, ils ont découvert des habitats de chauves-souris. Et lorsqu'ils étaient en phase de travaux, ou alors je sais pas trop parce que sur ce chantier-là, on n'a pas du tout été, on a été sollicité vraiment comme fournisseur. Donc tout le projet avait déjà été fait en amont. C'est juste que dans le CCTP, la personne qui était en charge de la rénovation thermique et de la pose de l'isolation par l'extérieur avait dans son CCTP pose de nichoirs intégrés. Et donc, comme vous pouvez voir, les chauves-souris étaient présentes à différentes hauteurs. Voilà, en haut, au milieu, mais aussi en bas. Et donc là, les habitats ont été restaurés. Une rénovation au milieu, donc on est encore sur un logement social et ça a été une rénovation qui a été faite par Eiffage Construction Picardie. Et par exemple, Eiffage Construction Picardie a souvent des écologues sur leur projet. Et du coup, c'est vrai que ils nous demandent souvent des nichoirs à intégrer. Et enfin, à droite, vous voyez encore un logement social, enfin des logements sociaux, pardon, c'est dans la Somme et c'était à l'initiative d'une métropole. Et donc là, ça se voit quasiment pas. Je vous ai mis des flèches pour voir les gîtes à chauves-souris qui ont été parfaitement intégrés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces retours d'expérience sur l'intégration de gîtes à chauves-souris dans les ITE? Ok. Ok, alors ça c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu nouvelles, la fourniture de nichoirs qui s'intègre. Il faut savoir qu'on n'assure jamais la pose. Donc nous, on fournit juste le gîte. Et dans le cas du nichoir brique, donc c'est ce que je vous ai dit, il est homologué, on a tous les tests de Bouillet-Leroux. Mais dans le cas de nos autres nichoirs, on s'est rapproché du CSTB pour réaliser des tests et qu'ils nous accompagnent, mais c'est extrêmement complexe parce qu'il faudrait que pour tous nos types de nichoirs et tous les types d'isolation, on fasse des tests, ce qui est financièrement impossible. Et c'est vraiment très compliqué parce que nous, le gîte, par exemple, à chauve-souris que vous avez vu, il s'intègre parfois dans une isolation en polystyrène, parfois dans une isolation, il peut être dans une maison en paille, il peut être dans une isolation laine de roche. Enfin voilà, c'est tellement divers. Et donc, par exemple, pour le risque incendie, condensation ou étanchéité, c'est des choses qui vont changer la donne. Et donc aujourd'hui, on essaie d'avoir des réponses par rapport à ça. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on s'est rapproché du CSTB maintenant, mais ils ont beaucoup de mal à nous apporter des réponses parce que eux-mêmes ne savent pas. Et aujourd'hui, en fait, sur les projets qui sont en cours, c'est en général la garantie décennale de l'entreprise qui réalise, parce que c'est ça aussi ça la problématique, c'est si jamais il y avait un problème, d'où vient le problème? Est-ce que le problème vient de la pose ou est-ce que le problème vient du nichoir? C'est toute la difficulté. Et donc souvent, c'est sûr que le problème peut venir d'une malfaçon et d'une mauvaise pose. Et donc c'est pour ça qu'on a bien des fiches de pose et des fiches techniques qui permettent de renseigner sur comment nous on a testé et comment il faut intégrer. Mais ça, c'est des questions sur lesquelles on travaille et qu'il va falloir résoudre. Et à ma connaissance, aujourd'hui, les autres fournisseurs de nichoirs intégrés
notamment une marque allemande qui s'appelle Schwegler, qui est un peu les précurseurs qui font ça depuis plusieurs années. Les nichoirs ne sont pas certifiés ou homologués. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Bureau d'études spécifique. Alors oui, ben, dans ce cas-là, nous, il nous faudrait, il faut qu'un bureau d'études spécifique, mais le CSTB, en fait, ils nous ont expliqué, c'est des labos qui réalisent les tests. Mais encore faut-il protocoler ces tests. Et c'est là aujourd'hui tout le problème. C'est-à-dire que le protocole n'existe pas pour les nichoirs intégrés dans les bâtiments. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, vous n'hésitez pas à me ressolliciter. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Voilà. Et donc après, ben, ça, vous l'aurez dans le PowerPoint. Donc, je vous ai mis quelques ouvrages. En général, ce sont des ouvrages assez grand public. Enfin, notamment pour deux qui sont Animaux sauvages à notre porte et La nature sous son toit, ça se voit d'ailleurs. Voilà, c'est assez vulgarisé et du coup, c'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie beaucoup Animaux sauvages à notre porte parce que ben, il aborde vraiment ben, le bâtiment comme un écosystème avec les habitants en fonction des différents milieux. Vous allez avoir ben, les espèces qui occupent la façade, les espèces qui occupent les combles, etc. Et donc, ça vous permet d'avoir ben, un petit peu une approche, et surtout les taxons, c'est-à-dire que eux, ils abordent vraiment même les insectes, voilà, les mammifères et l'avifaune. Donc, c'est un ouvrage qui est plutôt facile à lire et assez bien. Après, je vous ai mis aussi une liste de documents que vous pouvez trouver sur Internet et qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur le sujet. Et notamment, il y a un lien là, le SPEPESC Lorraine, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e point. C'est justement des tests qui ont été faits au niveau thermique sur l'intégration d'un nichoir à chauve-souris dans une ITE. Mais bien sûr, les tests sont valables et donc c'est là où la conclusion est que les déperditions sont négligeables. Mais ce sont évidemment des tests qui ont été menés pour un type de nichoir et pour un type d'isolation. Donc il faudrait remener ces tests pour l'ensemble de la gamme des nichoirs, sachant que nous, ça nous arrive par exemple pour les nichoirs à chauve-souris, pour une même espèce, on a 4 tailles différentes. Donc ça voudrait dire qu'il faut tester tout ça pour tous les isolants. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et après, ah oui, ça, je vous avais mis ça en plus, c'était au cas où. Voilà, puis il faut pas hésiter. Donc nous, aujourd'hui, comment on travaille et comment on se positionne sur la chaîne de l'aménagement, on va dire, c'est-à-dire qu'on est fournisseur. Et comme je vous ai dit, en général, on travaille, c'est vrai qu'on est souvent prescrit. C'est-à-dire que souvent, ce sont des écologues voilà, qui prescrivent suite à leur étude naturaliste l'intégration de nichoirs. Et donc c'est vrai que des fois on est carrément cité dans les CCTP parce que comme il n'y a pas beaucoup de marques de nichoirs intégrés, mais ça arrive que les gens en cherchant nichoirs intégrés tombent sur nous et voilà. Et après ça nous arrive parfois de travailler sur des projets en amont et qu'il n'y ait pas d'écologue. C'est notamment le cas lors des projets de construction. Et à ce moment-là, nous, sans aller faire inventaire sur le terrain, sinon, parce que nous, on ne se substitue pas aux écologues. Si besoin d'un écologue, on fait appel à un écologue de notre réseau. Mais nous, on ne va pas sur le terrain parce on est une petite équipe, on est deux. Après, on sous-traite, comme je vous ai dit, la fabrication des nichoirs à Nesat, mais du coup, on ne peut pas aller sur le terrain et mener les chantiers écuroducs, voilà, et réaliser tout l'ensemble de nos activités. Donc c'est vrai que on donne des conseils sur plan en amont des projets, mais on se déplace pas pour faire des inventaires. Et quoi vous dire d'autre? C'est évident que plus l'intégration de la biodiversité est prise en amont, et mieux c'est. Et après, sur les projets de rénovation, c'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire que on n'est pas toujours sollicité par la même personne. C'est-à-dire que parfois, c'est par l'aménageur lui-même. Ça va être le cas, par exemple, quand c'est une collectivité qui essaie de plus en plus
mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité sur leur territoire et certains territoires sont très engagés. Mais parfois, ça va être par exemple l'architecte ou l'écologue qui va prescrire ou proposer l'intégration de nichoirs parce que lui a une sensibilité. C'est vrai que des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe pas, justement parce que le client, il a des réticences, il a des peurs de nuisances, voilà, de déperdition, comme je vous ai présenté. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça arrive que les architectes nous sollicitent pour faire une visio et une très courte visio qui va nous permettre de répondre aux questions et de lever les doutes. Et c'est vrai que ça, nous, on le fait volontiers parce que aujourd'hui, intégrer les nichoirs, c'est une pratique qui est nouvelle. Et donc, il est nécessaire d'accompagner et de sensibiliser. Donc voilà, donc faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des projets en phase amont. C'est mieux que lorsqu'on nous appelle en nous disant catastrophe, il nous faut des nichoirs pour demain. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que je vous ai pas dit aussi, mais nous, on travaille sur mesure. C'est-à-dire qu'on a 5 semaines de délai de fabrication livraison pour nos nichoirs bois et on fait tout faire sur mesure parce que, en général, pour les gîtes à chauve-souris, je voulais pas préciser, mais c'est vrai que comme les ITE sont pas standards, et on veut que la fente d'envol soit vraiment avec ce léger débord et tombe pile poil pour pas qu'il y ait de recoupe sur le chantier en fonction de l'isolant qui va être mettre devant et derrière. On fait la bouche d'envol sur mesure. Est-ce que vous échangez avec d'autres pays, Belgique, Suisse, Allemagne, voire Québec, Canada, et avec la LPO? Alors oui, tout à fait. Avec d'autres pays, alors on ne peut pas dire qu'avec d'autres pays. Avec d'autres pays, on échange, par exemple, on a beaucoup échangé avec les Anglais et les Belges, mais c'était plutôt sur nos écuroducs, moins sur les nichoirs intégrés. Par contre, on fait de la veille sur le sujet, donc on regarde beaucoup ce qui se fait dans d'autres pays. Et toute la problématique vient du fait que dans d'autres pays, on construit souvent différemment. Par exemple, en Angleterre, ils sont précurseurs sur l'intégration de nichoirs, mais ils construisent beaucoup en petites briquettes. Et donc, du coup, leurs solutions ne sont pas forcément utilisables chez nous. Et c'est vrai que nous, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de projets, on utilise du voile ou de la bâche béton, en tout cas pour des gros projets. Et c'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Voilà, où on va avoir des endroits où on utilise beaucoup de briques et tout ça. Enfin voilà, vous devez savoir ces spécificités qui font que on n'a pas forcément d'échange avec, des retours d'expérience d'autres pays. Et je dirais que les autres pays, c'est parfois un peu plus avancé, on va dire, dans le nord, pour tout ce qui est pays anglo-saxons ou l'Allemagne. Mais c'est pas non plus, je connais pas d'endroit où c'est par exemple obligatoire ou fortement généralisé. Et avec le Canada et le Québec, non. D'autant plus que ils vont avoir d'autres espèces. Et c'est là où ça va complexifier le problème. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, les cavités sont adaptées aux besoins biologiques des espèces. Et donc, on va travailler là sur des espèces que je ne connais pas et qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des pays qui accueillent les mêmes espèces. Et pour la question avec la LPO, donc pour la petite histoire, ma collègue Maëlle et moi-même sommes des anciennes salariées de la LPO Hérault. Donc on connaît bien la et les LPO, vu que la LPO, c'est un peu une maison mère, mais après il y a des délégations territoriales. Donc on connaît bien la maison, j'ai envie de dire. Et après, la LPO a initié un groupe de travail que vous connaissez peut-être, en dehors du club U2B pour les aménageurs. Ils ont initié un travail depuis l'année dernière, depuis 2023, c'est ça, sur l'intégration de la biodiversité lors des projets de rénovation. Et donc, c'est un groupe de travail où beaucoup de professionnels et d'aménageurs ont été invités à participer et nous y participons. Donc, aujourd'hui, on en est presque à la fin des ateliers. Et donc, normalement, vous devrez, là, dans les mois à venir, ou cette année, ou début 2025, je pense qu'il va y avoir les guides qui vont sortir et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de sensibilisation et de documents à usage des aménageurs qui vont sortir.
Au sujet des autres pays, aspects réglementaires, assurantiels, labo, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. Bah, en tout cas, je peux vous dire que les Schwegler, enfin si, remarque, je sais, les Schwegler, qui est la marque allemande la plus communément utilisée en Allemagne, ils sont pas certifiés, ils sont pas, voilà, ils sont pas normés. Donc ça veut dire que des tests n'ont pas été faits parce que je pense qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Et pour lequel, d'ailleurs, si vous avez des solutions ou des aides, on est preneur. Voilà. Ah, pourquoi le vivant n'est jamais abordé dans les écoles d'archi? Alors, on a déjà été sollicité par le CAUE pour de l'Hérault pour participer à une parole d'écologue. Et justement, la personne, l'architecte qui nous a fait intervenir est aussi intervenant en école archi. Et on lui a demandé, parce que nous, on a vraiment une volonté de sensibiliser. Et malheureusement, il nous a dit que c'était un peu compliqué. Et si ça se faisait, ça serait sûrement un architecte plutôt qui allait avoir la mission et que c'était pas évident parce que les programmes sont déjà établis, etc. Que c'était plus facile, par exemple, de proposer un événement où les étudiants sont invités plutôt que ça soit vraiment dans le cursus scolaire. Mais je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Et l'année dernière, en décembre 2023, on a participé au Conseil national du bâtiment durable qui s'est déroulé à Montpellier, auquel peut-être vous avez participé. Et on a animé un atelier avec Amélie Chrétien et l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité. Amélie Chrétien, qui est l'ingénieur qui est responsable au Muséum d'histoire naturelle de Bourges, dont je vous ai parlé parce qu'ils sont un petit peu précurseurs dans le Cher pour l'intégration de gîtes à chauves-souris dans les ITE. Et donc, on a co-animé un atelier et les architectes nous ont fait exactement la même réflexion. Mais pourquoi on n'est pas plus sensibilisé et pourquoi vous intervenez pas aussi en amont, c'est-à-dire à l'école? Mais je pense qu'en fait, il y a énormément de pratiques qui sont en train de changer et vous devez vous en rendre compte dans la construction. Et peut-être dans les années à venir, on en est peut-être aux prémices. Et dans les années à venir, je suis sûre que ça va être des questions qui vont être existentielles. Et puis, enfin, pour ma part, c'est sûr que je suis un acteur convaincu du bienfait et du besoin d'intégrer la biodiversité. Mais je pense aussi que c'est vachement source de création, de créer des bâtiments vivants avec de la végétation, voilà, l'intégration de la faune. Et je suis sûre que beaucoup d'architectes aussi trouveront des solutions ou vont peut-être se spécialiser dans ces domaines-là. D'autres questions? Lucie, on attend encore quelques questions, si jamais elles arrivent. Mm. Mm. J'ai été très bavarde, mais Non, en tu as même été temps, très claire et très précise et il nous particulièrement reste experte. encore il nous reste encore du temps, mais bon, j'ai pas présenté plus de projets, je vous avoue, parce que je pense qu'après, sinon, ça fait trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Parce qu'on pourrait vraiment dire énormément de choses. Les espèces qui vivent à nos côtés, elles sont vraiment fascinantes. Je pense que muni d'un petit ouvrage comme Les animaux à notre porte, vous pouvez aussi être facilement émerveillé. Et c'est vrai qu'on pourrait même, je pense, faire un webinaire en choisissant par exemple qu'une espèce comme le martinet et l'hirondelle ou les chauves-souris et vraiment se plonger dans le sujet. Mais c'est vrai que là, en restant assez généraliste, je vous ai présenté rapidement, mais ça donne déjà une petite mise en bouche et ça peut vous donner envie d'approfondir ou vous rapprocher d'associations et d'associations comme nous, mais il y en a d'autres qui peuvent vous aider sur vos projets à intégrer la biodiversité. Ouais, c'est un enjeu majeur et puis il ne faut pas se voiler la face, même si aujourd'hui nos activités, notre mode de vie ont créé énormément de dérèglements et de dysfonctionnements et on s'en rend compte au quotidien. Voilà, mais c'est vrai que on va quand même continuer à urbaniser et donc il faut urbaniser autrement. Et c'est ça, en fait, je crois qu'on a créé beaucoup de problèmes, les humains, mais on est capable de trouver des solutions. Et là, on est dans une ère où c'est le moment de mettre en place des solutions. Et c'est pour ça que je trouve ça
assez intéressant que des écologues ou peut-être qu'à terme des architectes se spécialisent voilà, sur les thèmes de la biodiversité, arrivent dans le domaine de l'aménagement. Et aujourd'hui, nous, on nous fait souvent la remarque, oui, mais on construit moins, on a moins d'argent pour construire, on a moins de projets, on ne va pas en plus prendre des écologues. Ça rouspète un peu des fois. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, un écologue, c'est aussi un nouveau corps de métier, voilà, du travail. On va peut-être moins bâtir, mais bâtir autrement, et ça donne du travail à beaucoup de gens. Et si tout le monde s'informe, se sensibilise et se spécialise un petit peu dans la biodiversité, ça va créer une vraie économie de la ville verte. Genre, Lucie, il n'y a plus de questions. Je te remercie mais grandement à la fois pour ton merci. expertise, ta précision dans l'exposition et aussi précision dans les réponses aux questions. Et puis en parallèle, bien évidemment, pour cet engagement, je trouve majeur dans le contexte actuel pour replacer C'est la moi qui vous biodiversité. remercie. Moi, je Mm. vous remercie. C'est un peu troublant de ne pas vous voir et de ne pas vous entendre. Mais voilà, le plaisir était quand même partagé. Puis vous hésitez pas, voilà, à nous solliciter. On est là aussi pour ça. Et en général, on essaie, même si on est une petite équipe, on essaie de vous répondre rapidement parce que ça nous semble vraiment important voilà, de trouver des solutions ensemble et de travailler aussi ensemble. On trouve ça agréable, nous, de participer sur des projets, d'être plusieurs à réfléchir. Nous-mêmes, on a fait énormément de progrès dans le domaine de l'aménagement et de la rénovation, alors qu'à la base, on vient du milieu naturaliste et pas du milieu du bâtiment. Et donc, comme quoi, avec un peu d'expérience, on peut faire de gros progrès. Mm. Et de beaux projets, de belles actions. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Lucie, je pense que voilà, tu as même des remerciements. Ce fut Oui, passionnant. ça me touche. Merci. Merci. Ouais, bah, tu les lis de toute façon. Oui, oui, je les lis, ouais. Pas besoin de les lire. On vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Vous aurez donc accès à la fois au replay et aussi au support de Lucie Hirle, bien sûr. On vous souhaite une belle Merci soirée. beaucoup. Au Merci. revoir. Lucie, mais encore merci.